C'était l'époque bénie de l'adolescence, j'avais 14 ans, et on se sentait invincible. Au guidon de nos bécanes, on fonçait tête baissée sans se soucier des lendemains. Soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous confidentiel, cet espace privilégié où les projecteurs se détournent pour laisser enfin la place à la vérité brute et aux secrets trop lourds à porter. Aujourd'hui, nous allons égratigner le vernis d'une légende, fissurer l'armure d'un homme que 3 décennies de règne télévisuel ont érigé au rang de monument national. Il représente bien plus qu'un simple présentateur de jeux, c'est un repère immuable, une présence rassurante qui fait quasiment partie de notre patrimoine génétique. C'est ce visage bienveillant qui s'invite à la table de millions de Français chaque midi, dans une nation qui a désespérément besoin de chaleur humaine. Jean-Luc Reichmann, un patronyme qui claque comme une évidence un sourire carnassier, qui garantit la bonne humeur et l'oubli des soucis quotidiens. Sa bonhomie est devenue un remède, un pansement sur la morosité pour une foule immense de fidèles téléspectateurs. On le voit comme le gendre parfait, le copain idéal, cet astre solaire au zénith, qui ne semble jamais connaître l'orage, affichant une carrière immaculée et une existence bénie. Il est l'icône absolue de la proximité, celui qui a changé la banalité en or massif, mais que dissimule cet astre lorsqu'il projette des ombres effrayantes en coulisses. Que survient-il quand la vitrine si impeccablement polie menace de voler en éclats sous la pression d'un passé traumatique que tout le monde pensait enterrer? Le récit que nous allons vous dévoiler ce soir est bien loin des paillettes, c'est une plongée vertigineuse dans le silence, la souffrance physique et l'instinct de survie. Alors que l'année 2026 bat son plein, l'homme derrière la vedette a choisi de briser l'omerta pour exposer non pas une, mais 2 blessures originelles. 2 cataclysmes personnels, 2 instants fatidiques où son destin a failli s'arrêter net et qui l'ont forcé à négocier avec la grande faucheuse. Comment ce personnage qui incarne la joie de vivre à l'état pur a-t-il pu fixer la mort dans les yeux à 2 reprises sans jamais perdre son humanité? Et quelle est cette autre cicatrice plus sournoise, plus intime, gravée non pas par l'accident, mais par la méchanceté gratuite de ses semblables? Un fardeau qu'il a traîné comme un boulet pendant des décennies, un vol manifeste de son insouciance d'enfant. Le milieu impitoyable qui l'a couronné roi a-t-il aussi essayé de le broyer, de le formater, jusqu'à vouloir effacer sa véritable identité? Oubliez l'animateur vedette des 12 coups de midi et ses fiches cartonnées. Ce soir, nous vous emmenons dans les vestiaires de sa vie pour vous narrer le combat invisible que personne n'a soupçonné. L'épopée d'un homme qui a dû braver les coups du sort et le mépris de l'intelligentsia pour gagner le droit inaliénable d'être lui-même. Car avant de s'imposer comme l'empereur incontesté de la mi-journée, Jean-Luc Reichmann a dû construire son empire pierre par pierre. Il a érigé sa carrière avec une patience de moine et une arme de séduction massive et redoutable, sa normalité désarmante. Il n'était ni le playboy de service ni l'intellectuel distant, il était simplement l'un des nôtres, un miroir du peuple. Il a conquis l'affection des Français, marche après marche, d'abord par la chaleur de sa voix à la radio, puis par sa présence à l'écran. De l'homme orchestre des Z-Amour au chef d'orchestre des 12 coups, il n'a pas juste présenté des programmes, il a instauré des liturgies télévisuelles. Il s'est métamorphosé en cette figure tutélaire, que le public attendait l'idole du coin de la rue, le membre honoraire de chaque foyer. Il est l'allégorie d'une France qui réussit sans écraser les autres, chaque apparition agissant comme un baume apaisant sur le cynisme de notre époque. Une assurance tout risque que le monde tourne rond sa popularité n'était pas un feu de paille, mais une fondation en béton armé. Les gens projetaient en lui leurs propres rêves, voyant un type simple qui a touché les étoiles, tout en restant foncièrement bon. Pourtant, cette image si étincelante, si parfaite, sous tous les angles, s'est révélée être une prison dorée, un carcan étouffant. Tandis que des millions d'anonymes l'adulaient, comme l'ami sans défaut, lui menaient une guerre civile à l'intérieur de son propre esprit. Une lutte clandestine, car pour gravir les échelons et simplement exister à l'antenne, il a dû tolérer l'intolérable. Il a été contraint de se soumettre aux lois d'une industrie obsédée par l'esthétique lisse, un monde qui ne pardonne aucune aspérité.
Le sourire qu'il servait à la France entière était authentique, certes, mais c'était aussi un masque de théâtre poli par la douleur. Une armure forgée dans le silence de ses premiers traumatismes, et pendant que le pays riait à ses blagues, lui combattait ses vieux démons. La première entaille n'a pas de date précise, elle est venue au monde avec lui, une ombre portée sur son visage, dès sa première respiration. Une particularité que la médecine nomme angiome, mais que la cruauté ordinaire des cours d'école va transformer en marque d'infamie. Car bien avant de devenir le célèbre Jean-Luc, il n'était pour ses camarades que la tache cible de la rime cruelle, t'as une tache pistache. Ces mots peuvent sembler puérils, mais ils ont ouvert une brèche psychologique immense, une blessure fondatrice de sa personnalité. C'est là sa première grande épreuve, la confrontation brutale et directe avec le jugement d'autrui. Ce miroir déformant et impitoyable qui vous enferme dans une case avant même que vous n'ayez pu prononcer une syllabe. Cette différence pigmentaire n'est pas juste un détail physique, c'est un drame intime qui se joue à chaque instant une torture mentale. C'est l'humiliation qui ne dit pas son nom dans le préau, c'est le poison du doute qui s'insinue partout. C'est la certitude terrifiante ancrée au plus profond des tripes qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite même pas d'être vu. C'est une première forme de décès, une mort sociale, où le jeune Jean-Luc apprend l'art de la dissimulation pour survivre au regard. Il se forge une véritable forteresse psychologique, une euphorie débordante et contagieuse qui, loin d'être un simple jeu d'acteur, devient son bouclier vital face au monde extérieur. C'est sa manière élégante de hurler à la face des autres, contempler mon énergie dévastatrice et oublier la blessure qui marque mon visage. Cependant, ce milieu du show business qui l'idolâtre tant cette industrie aux paillettes trompeuses se révèle être un panier de crabes d'une cruauté bien plus féroce que n'importe quelle cour de récréation. Lorsqu'il débarque à Paris les yeux brillants d'ambition, sa différence physique se transforme immédiatement en un mur infranchissable, personne ne daignant s'intéresser à son immense potentiel artistique. L'obsession est totale et unique sa tâche. Les directeurs de casting et les producteurs, ces faiseurs de rois en costume cravate, qui décident des carrières, rendent un verdict glacial et sans appel. Le message est brutal. Avec cette chose au milieu de la figure Jean-Luc, l'antenne vous est interdite. Vous ne ferez jamais carrière à la télévision, c'est impossible. L'ordre tombe comme un couperet. Camouflez-moi cette horreur. C'est le début d'une longue et douloureuse humiliation, une véritable exploitation de ses faiblesses. C'est une lente dissolution de sa personnalité. Pour obtenir le droit minuscule d'apparaître à l'écran, il doit accepter de s'effacer, de se courber devant les diktats de la beauté standardisée. On le contraint à s'enduire le visage de couches de maquillage épaisses, un fond de teint pâteux et infâme destiné à gommer cette singularité que le système refuse obstinément de voir. Chaque aube, avant de prendre l'antenne, il subit ce même rituel de négation de soi, où on lui arrache littéralement ses traits pour lui voler son identité profonde. Il est transformé en un produit de consommation acceptable, une image lissée et insipide, conforme aux exigences tyranniques d'une époque qui a déclaré la guerre à l'imperfection. Il affiche un sourire radieux face aux caméras, mais sous la croûte de phare, son épiderme brûle et son âme étouffe à petit feu. C'est une véritable agonie professionnelle, un suicide artistique à petit feu. Il est présent physiquement, mais l'homme qu'il est réellement a disparu. Et c'est alors que survient l'autre épreuve, la brutale selle qui frappe sans sommation. Nous sommes plongés en 1984. Jean-Luc n'est qu'un gamin de 24 ans, bien loin de l'icône médiatique que nous connaissons aujourd'hui. Il n'est qu'un jeune homme ivre de liberté qui dévore l'asphalte sur sa moto sur une petite route de campagne, quand soudain, le destin bascule dans une violence inouïe. Un véhicule le percute avec une sauvagerie totale de plein fouet, propulsant son corps comme une poupée de chiffon qui se brise à l'impact. Le bilan médical est cauchemardesque, un polytraumatisme sévère, la rate explosée des os en miettes. Mais le plus effrayant reste ce silence absolu, car son cerveau, pour fuir l'insoutenable douleur, décide de tout éteindre. Jean-Luc Reichmann sombre alors dans les abysses d'un coma profond, laissant son destin en suspens.
Durant 10 jours, il reste suspendu entre la vie et le trépas 18 jours interminables, où la France entière, qui ignore encore son existence, est sur le point de perdre l'une de ses futures grandes étoiles. Sa famille, rongée par l'angoisse, veille jour et nuit à son chevet, retenant son souffle à chaque bip des machines. Il guette désespérément un signe de vie, un infime battement de cils, dans l'atmosphère glaciale et aseptisée du service de réanimation. Le corps médical reste très prudent et réservé, car le pronostic vital est clairement engagé. Cette fois, ce n'est pas sa carrière qui est en jeu, mais sa mort physique qui le regarde droit dans les yeux. Lorsqu'il finit par émerger au bout de cette longue nuit après ses 18 jours de néant total, l'homme qui se réveille est métamorphosé, envahi par une douleur omniprésente. Son corps n'est plus qu'un assemblage de souffrances aiguës. Amputé de sa rate, il doit repartir de zéro et tout réapprendre comme un enfant. C'est un combat titanesque pour réapprendre à s'asseoir, à tenir son corps droit, et surtout, il doit livrer bataille pour réapprendre à marcher un pas après l'autre. Chaque mètre gagné est une victoire éclatante contre la fatalité, car cette épreuve terrible, ce flirt macabre avec la faucheuse, aurait pu l'anéantir à jamais. Contre toute attente, c'est cette tragédie qui va le sauver et lui forger l'armure nécessaire pour affronter son autre handicap, celui qui le rongeait psychologiquement. Car lorsqu'on a vu la mort de si près, la vraie fin, la peur ridicule du jugement des autres, s'évapore comme par enchantement. La crainte de perdre un contrat ou de déplaire à un producteur tyrannique ne pèse plus rien face au miracle absolu et inouï d'être simplement en vie. Le jeune survivant qui se redresse péniblement de son lit d'hôpital n'a plus rien à voir avec celui qui s'y était allongé quelques semaines plus tôt. Il a intimement compris que sa plus grande puissance ne résidait pas dans un sourire parfait, mais dans ses cicatrices et son histoire. Cette renaissance physique après le drame a planté en lui une graine de rébellion indestructible, et c'est un Jean-Luc Reichmann nouveau qui revient à la vie et à la télévision. Pourtant, face à lui, le système médiatique borné et superficiel n'avait absolument pas évolué d'un pouce. On l'attendait de nouveau au tournant dans la loge maquillage, armé des mêmes fonds de teint couvrants, des mêmes éponges et des mêmes hypocrisies. Ils exigeaient le retour de l'homme d'avant celui sans tache, sans comprendre que cet homme-là était mort sur le bitume de cette route de campagne. Il a joué le jeu pendant quelque temps, par inertie peut-être par cette peur résiduelle de tout perdre, après avoir failli voir sa vie s'arrêter net. Mais le malaise devenait viscéral, grandissant chaque jour, car chaque coup de pinceau sur sa peau sonnait comme une insulte à sa propre survie. Chaque matin, face à son reflet dans le miroir, il voyait le survivant du coma se faire effacer par le lâche, qui tremblait devant les directeurs de production. La situation était devenue invivable. Ce silence coupable n'était plus seulement dû au regard des autres, c'était sa propre complicité qui le rongeait. Et puis, un beau matin, le barrage a cédé, et le silence s'est brisé définitivement. Il n'y a eu ni discours grandiloquent, ni conférence de presse tapageuse, juste un acte de résistance simple, pur et définitif. Il est arrivé au studio comme à son habitude, est entré dans sa loge, mais cette fois, il a fixé le pot de maquillage avec une détermination nouvelle. Il a regardé l'éponge et a prononcé un non irrévocable, non pas contre la maquilleuse, mais un non hurlé à lui-même et au système qu'il avait nié pendant trop longtemps. Il a quitté sa loge la tête haute, sans phare, le visage nu et authentique, pour la première fois s'avançant vers le plateau sous la lumière crue des projecteurs. Un silence de cathédrale s'est abattu sur le studio, les techniciens ont levé les yeux stupéfaits, tandis qu'en régie, les producteurs ont failli s'étouffer avec leur café devant tant d'audace. Ce n'était pas une simple provocation, c'était un acte de sédition intime, un défi lancé sans haine, mais avec une détermination inébranlable. C'est la puissance redoutable de celui qui a vu la mort en face et qui, n'ayant plus rien à perdre, ne craint plus personne. La panique s'est emparée du plateau lorsqu'un responsable s'est précipité, le visage blême. « Jean-Luc, c'est impossible, on ne peut pas tourner sans maquillage, pas comme ça. » Et c'est à cet instant précis, dans une atmosphère électrique, que Reichmann a rompu le silence. Il ne s'adressait plus à un simple exécutant. Il a interpellé le système tout entier, plantant son regard dans celui du producteur symbole, d'une industrie impitoyable qui le forçait à l'invisibilité, et il a lâché sereinement «
Regarde bien, c'est mon visage, c'est moi. C'est ce visage qui a failli finir en cendres. Alors c'est exactement ce visage sans artifice qui animera l'émission aujourd'hui. Il n'y a eu rien du tout. Ce fut l'instant de sa libération. Ce jour-là, la machine télévisuelle s'est retrouvée le dos au mur. Il devait trancher, miser sur l'authenticité brute d'un homme vrai, ou s'accrocher à des règles absurdes, au risque de perdre l'animateur qui était en train de conquérir le cœur de la France. Face à ce bras de fer, l'industrie a fini par plier. Et le public? Il n'a pas seulement accepté cette différence, il a plébiscité cette sincérité. Cette tâche, cette marque que l'on voulait gommer à tout prix, s'est métamorphosée en signature en une force indomptable. En brisant l'omerta, il n'avait pas simplement sauvé son intégrité. Il avait fracassé les verrous, ouvrant grand la porte à tous ceux que la société jugeait trop différents pour la lumière. L'épopée de Jean-Luc Reichmann dépasse largement l'anecdote d'un individu ou d'une simple cicatrice. C'est une gifle, un miroir sans concession, tendu au monde du spectacle et à notre propre voyeurisme. Derrière chaque icône, derrière chaque sourire figé, sur papier glacé, bat le cœur d'un être humain. Un être qu'il faut appréhender avec ses fêlures, ses incertitudes et ses guerres intérieures dont personne ne soupçonne la violence. Son itinéraire nous force à nous interroger sur le tribut exorbitant que nous exigeons de ceux que nous portons au nu. D'où vient cette névrose de la perfection qui pousse les géants du divertissement à vouloir aseptiser, lisser et nier toute forme de singularité? Combien de talents gâchés, combien de voix uniques ont été broyées ou réduites au silence, simplement parce qu'elles ne rentraient pas dans le moule formaté des directeurs de casting? Et si au lieu d'exiger qu'ils dissimulent leurs blessures, nous avions eu la sagesse de les célébrer comme les preuves tangibles de leur humanité? En tant que spectateurs, sommes-nous enfin prêts à écouter ces vérités avant que les projecteurs ne s'éteignent définitivement sur ces vies? La saga de Jean-Luc Reichmann est celle d'un homme qui a dû frôler la destruction physique. C'était le prix à payer pour trouver la force vitale de refuser la mort psychologique que le système tentait de lui imposer. Il est devenu l'emblème de ces voix oubliées, le porte-parole de tous ces artistes que l'on a contraints au masque social pour avoir le droit d'exister. Aujourd'hui, l'homme qui présente à visage découvert a transcendé son rôle d'animateur télé. Il incarne un message puissant, une lueur d'espoir pour ceux qui luttent dans l'ombre, comme il l'a résumé des années plus tard dans une phrase qui résonne comme un triomphe absolu. Ils ont voulu faire de ma différence une faiblesse. J'ai décidé d'en forger ma plus grande puissance. Je n'attendais pas qu'ils me pardonnent d'être qui je suis. J'avais besoin de me pardonner à moi-même d'avoir un jour cherché à leur plaire.